Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Wonder Woman 1984 qui est sortie ce 31 mars en achat numérique, qui sera disponible en achat physique et à la location à partir du 7 avril. Et pour y aller vraiment franchement, je vous déconseille que ce soit d'acheter ou même de louer ce film, puisque c'est l'une de mes plus grosses déceptions de ces dernières années. Et si vous vous posez la question, je commencerai cette critique d'abord sans spoiler, quand même au cas où, puis je viendrai un peu plus dans les détails dans une seconde partie avec des spoilers, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai en cours de vidéo. Tout le message de ce Wonder Woman 1984 est contenu dans la chanson No Easy Way Out, notamment connue pour son utilisation dans Rocky IV. Le film aurait pu l'utiliser, mais comme pour toutes les autres occasions, il est complètement passé à côté. J'y reviendrai dans la partie spoiler. Et pourtant, les choses partaient bien. Et oui, on retrouve une équipe qui gagne, puisque Patty Jenkins revient à la réalisation après le bon film de 2017, ainsi que Gal Gadot, bien sûr, dans le rôle de Diana Prince. Et au passage, on peut quand même souligner que Patty Jenkins a encore plus de contrôle créatif que dans le premier film, puisqu'elle est ici co-scénariste avec Jeff Jones et David Callahan. Et oui, je les cite parce que vous savez sans doute que pour moi, le scénario, c'est vraiment un élément essentiel de la réussite ou de l'échec d'un film, et en l'occurrence ici, eh bien cette importance se fait ressentir de façon complètement dévastatrice. Alors pour que les choses soient claires, au cas où j'avais beaucoup aimé le premier film Wonder Woman, et même son final imposé à la réalisatrice avec sa baston en CGI, était de mon point de vue bien moins atroce que certains voulaient le dire, même si cette fin n'était certes pas un couronnement digne du reste du film. Et on reviendra un peu plus tard dans cette vidéo sur cette notion de baston en effet numérique qui a été imposée à la réalisatrice dans le premier film, puisque bon, c'est quand même assez amusant vu ce nouveau film. En résumé, ravi de la première expérience, mais aussi des apparitions du personnage de Wonder Woman dans les autres films d'ici, j'abordais ce Wonder Woman 1984 avec l'envie et même l'espoir de passer un agréable moment. Et résultat, malheureusement, les toutes premières critiques plutôt élogieuses, voire même carrément élogieuses, qui provenaient d'Américains principalement, qui avaient pu voir le film en avance, étaient soit de gens qui avaient été payés pour ça, ou alors de personnes qui ont un très mauvais goût en matière de cinéma. Alors c'est assez simple, en cherchant bien vraiment, j'ai trouvé 3 points positifs à ce film, sachant que l'un de ces points est quand même hyper superficiel, puisqu'il s'agit de la garde-robe de Gal Gadot. Ah oui, pour tout vous dire, c'est ma copine qui m'a fait remarquer que pour ce film, Gal Gadot avait été pimpée comme jamais en termes de coiffure, garde-robe, etc. Alors que pour le reste, elle était au moins aussi sévère que moi avec le film, je parle de ma copine, pas Gal Gadot. Donc ok, Gal Gadot rend bien visuellement dans le rôle, c'est pas nouveau, mais du côté du jeu d'actrice, ça ne volait pas bien haut malheureusement. Je pense que la direction d'acteur était mauvaise, ou que les scènes étaient tellement mal amenées et écrites qu'il était difficile pour elle d'en tirer quelque chose de sincère. Et pourtant, là encore, dans le film de 2017, je trouvais qu'elle faisait un travail très honorable, Gal Gadot, donc je n'ai rien contre elle particulièrement. Quant aux 2 autres points positifs que j'ai relevés pour ce film, ils relèvent de légers spoilers, on va dire, qui ont déjà été éventés par les bandes annonces, mais bon, admettons, je vais les conserver pour la partie spoiler. Avant de parler de photographie, de réalisation, parlons d'abord de rythme, ou plutôt d'absence de rythme, puisque je pense que ce sont les 2h30 les plus longues que j'ai passées de mémoire récente devant un film. Et le pire, c'est qu'on nous prend en traître avec un début correct pour ensuite nous ensabler dans la poussière de nos rêves de divertissement érodés par le temps. Et sincèrement, qu'est-ce que je me suis ennuyé pendant le visionnage de ce film, et pour moi c'est plutôt rare. Habituellement je suis assez doué pour me projeter dans une œuvre de fiction, mais là j'étais quasiment toujours en dehors du film, à commenter avec les yeux au ciel avec ma copine, c'était terrible. Mais il faut bien avouer que ça n'aide pas du tout quand on a des enjeux simplistes, une évolution de personnages caricatural et une résolution finale carrément grotesque. Et comble du comble, avec un titre pareil, Wonder Woman 1984, le film échoue même à capitaliser sur l'énergie ainsi caractéristique des années 80, en tout cas tel qu'on s'en souvient. Alors les années 80, on les retrouve dans quelques éléments de déco, mais il n'y a rien de vraiment substantiel qui vient impacter le film. Ça aurait pu être aussi bien Wonder Woman 1974 ou 1994. Je pense que le kitsch et le clinquant avaient déjà été proposés avec nettement plus de talent visuel dans Aquaman par exemple, et même la bande-son ne parvient pas à récupérer l'énergie de la décennie,
à tel point que je me suis demandé où était passé le son de la bande-annonce qui était nettement plus percutant. Alors certes, on a quand même des couleurs, un centre commercial avec une petite fille avec une bouille marrante qui fait chaud au cœur, mais bon, pour le reste, on est à un niveau de scénario de téléfilm de série Z pour un dimanche après-midi à déprimer sur W9. Après cette mise en jambe qui ne me réjouit pas plus que ça, je vous assure, puisque moi vraiment je voulais l'aimer ce film, on va passer à la partie spoiler, et là ça va piquer encore plus dur, malheureusement. En début de vidéo, je vous parlais de la chanson No Easy Way Out, surtout connue pour Rocky IV, puisqu'en effet, le message de ce film peut se résumer à tout se mérite dans la vie, et les raccourcis, que ce soit vers le succès ou le bonheur, ne sont que des illusions indignes de nous. Alors oui, a priori, sans me lancer dans une exégèse, je pense que la chanson No Easy Way Out parle aussi d'une relation amoureuse à sauver, mais bon, à la limite, c'était une raison de plus pour l'utiliser dans Wonder Woman 1984, mais ils ne l'ont pas fait. Ah oui, donc avant que j'oublie, il y avait deux autres points positifs, outre la garde-robe et l'apparence de Gal Gadot, on va dire, donc il est temps d'y venir. Et pour moi, on a principalement Chris Pine qui s'en sort très correctement au vu du script, qu'il se coltine et qui apporte des touches de légèreté sans jamais trop en faire. Et enfin, troisième point positif, on a la séquence d'introduction à Themyscira qui nous montre Diana enfant. Et moi je suis toujours content de revoir l'île des Amazones qui m'avait bien convaincu dans le premier film. Ici, elle vient nous rappeler que Diana a pu accumuler de la sagesse au fil de sa longue existence. En gros, dès les premières minutes du film, on nous rassure, elle fera le bon choix à la fin si jamais on avait un doute. Et ce choix en l'occurrence, il consiste à ne pas tricher, à ne pas rechercher le succès à tout prix et surtout à faire de son mieux en acceptant les épreuves que la vie nous réserve. Et malheureusement, le peu de subtilité qu'on aurait pu glaner dans ce message disparaîtra dans un final complètement bisounours, mais pas de raccourci, No Easy Way Out. On va pas aller directement vers le final du film, non, on va se manger toutes les embûches qu'il nous a mis dans la tronche tout au fil de son déroulement, parce qu'on est solide. Donc, pour que ce soit clair, au cœur du film, on a une pierre magique qui va exaucer tous les souhaits, mais à chaque fois en prenant quelque chose en retour à la personne qui fait le souhait. On peut y voir une métaphore de l'illusion de croissance illimitée associée au capitalisme débridé, et c'est évidemment la raison pour laquelle Maxwell Lord est un homme d'affaires raté, maître de l'esbrouf, qui a espéré bâtir sa fortune sur l'exploitation du pétrole. Oui, parce que s'il y a bien une illusion de croissance illimitée sans conséquence, c'est bien celle de la civilisation bâtie sur le pétrole, quand même. C'est principalement sur cette thématique que la pertinence du choix des années 80 peut un peu se comprendre. Malheureusement, l'idée ne sera jamais autant creusée que les puits menant à l'or noir. Maxwell Lord est donc un loser qui ne rêve que de succès et dont le traumatisme d'enfance provient du fait qu'il a peur de devenir invisible, de le rester, si ce n'est au travers de ce succès qui lui permettra enfin d'être aimé. Et en gros, on peut dire qu'il partage plus ou moins ses caractéristiques avec l'autre antagoniste du film, Barbara, qui va devenir Cheetah. Malheureusement, sur ces idées potentiellement intéressantes, pourtant, le film ne parvient pas à nous proposer des personnages cohérents ou pertinents, et je ne parle même pas de nous impliquer émotionnellement, là on est très loin de ça. Et oui, puisque d'un côté, on a une relation complètement creuse, artificielle, entre Maxwell Lord et son fils adoptif, qui est vraiment utilisé comme un outil de scénario, rien de plus, et de l'autre, avec le personnage de Kristen Wiig, Barbara, eh bien on a un cliché ambulant qu'on a déjà vu au moins 3 ou 4 fois dans des films de super-héros précédents. Et oui, vous savez, ce fameux personnage effacé, ignoré, un peu pâteau, maladroit, qui va prendre goût au pouvoir et au charisme, un copier-coller de la Catwoman de Batman le Défi, mais comme c'était Michelle Pfeiffer et Burton à l'époque, forcément c'était mieux. Donc vous l'aurez compris, Kristen Wiig et Pedro Pascal, qui sont de bons acteurs par ailleurs, sont gâchés dans ces rôles caricaturaux, et il faut bien savoir que le film ne parvient jamais vraiment à se positionner clairement entre pastiche, hommage ou carrément premier degré complet. Et ça n'arrange rien malheureusement que le film soit truffé d'incohérences et autres énormités, mais avant d'en évoquer quelques-unes, parlons un peu d'action quand même. Alors la seule séquence qui m'a convaincu, c'est celle de la Maison Blanche. On y retrouve un peu du style qui fonctionnait si bien dans le premier opus, en jouant sur une Diana affaiblie par son vœu, et un Steve Trevor qui parvient malgré toute sa faiblesse d'homme ordinaire à se rendre utile. La scène qu'on pourrait qualifier de deuxième introduction au centre commercial ne sert pour ainsi dire à rien, et en plus elle demande bien trop longtemps à Diana pour maîtriser quelques blaireaux. Quant à la fameuse poursuite en Égypte, on a bien sûr la course de Diana qui est visuellement ratée, et le reste est correct sans plus.
Un peu d'héroïsme qui ne fait pas de mal, mais pas de quoi nous faire rêver. Et le pire dans tout ça, c'est sans doute le combat final contre Cheetah dans le noir pour une bouillie de CGI finalement pire que celle du premier film. Et donc pour revenir à ce que je disais au tout début, Patty Jenkins, la réalisatrice, s'était plaint que le studio, que Warner lui ait imposé le final contre Ares en CGI dans le premier Wonder Woman, et là, alors qu'elle a plus de contrôle créatif qu'elle est co-scénariste, elle va refaire la même erreur mais en pire. Bravo. L'armure qui aurait pu être cool visuellement est totalement sous-exploitée, et le chaton finit électrocuté, mais pas trop quand même. Et pendant qu'on y est, parler de Barbara et Cheetah, même elle, Barbara, finit par renoncer à son propre vœu de puissance de ressembler à Diana, ce qui ne fait pas beaucoup de sens, puisqu'elle avait perdu en échange de cette puissance son humanité, ce qui faisait d'elle une belle personne. Donc pourquoi elle accepte de renoncer à cette puissance, on ne sait pas, mais franchement, c'est loin d'être la pire incohérence du film. Et oui, l'un des pires choix consiste évidemment à faire revenir Steve Trevor dans le corps d'un autre homme et de faire en sorte que jamais Steve ni Diana ne se préoccupent de ce que l'esprit du pauvre gars a pu devenir ou de l'inquiétude qui pourrait être celle de sa famille. Et pour couronner le tout, on a cette scène ambiance Noël à la fin, avec ce dialogue qui sort de nulle part entre Diana et le gars dont Steve avait emprunté le corps. Et bon, on peut supposer qu'ils se sont dit quand même « Ah, faudrait peut-être rassurer les spectateurs sur ce qui arrive à la fin à ce gars, puisqu'on n'en a jamais parlé, donc on va le foutre sur un marché de Noël, ils seront contents. » C'est le seul gars de toute l'histoire qui, a priori, a perdu la mémoire, puisqu'absolument rien ne permet de comprendre que les autres êtres humains ont oublié ces incroyables événements de 1984, mais tout le monde s'en fout. Parmi les belles incohérences, quand même, on a cette formidable idée, puisque Steve n'a pas de passeport, bien sûr, d'aller voler un avion de chasse des années 80 dans un musée, qui bien sûr a un réservoir plein, et qui va être piloté par un pilote de la Première Guerre mondiale qu'il maîtrise assez facilement. Ok. Et ce jet, bien sûr, Diana va réussir assez facilement à le rendre invisible pour faire le clin d'œil au fameux jet invisible des comics et de la série télé des années 70. Et puis c'est bien pratique un avion invisible pour pas se faire percuter par des longs courriers sur plusieurs milliers de kilomètres. Excellente idée. Et puis au passage, apparemment Diana a oublié sa capacité à pouvoir rendre les objets invisibles après 1984, de même qu'elle a complètement oublié sa capacité à voler. C'est triste, la sénilité précoce chez les Amazones déesses. Entre Maxwell Lord croisé par hasard en Égypte, un gars qui sort de nulle part pour expliquer la pierre des vœux et disparaître ensuite, le gamin de Lord qui sort d'un fourré à la fin, pour un film qui nous enjoint à éviter les raccourcis, c'est assez ballot. Et puis bon, pendant qu'on y est, on a aussi Max Lord qui arrive dans la chambre ovale, la pièce essentielle de la Maison Blanche du président des États-Unis, pile au moment où on a une présentation d'un système révolutionnaire qui lui permettra d'entrer en contact avec toutes les télés du monde entier, en résumé, la vie est bien faite. Heureusement, les choses s'améliorent pour le dénouement. Non, je déconne, malheureusement, ça s'arrange pas. Et oui, malgré tous ses efforts, Wonder Woman ne peut pas toucher Max Lord avec son lasso, et du coup elle a une idée géniale, elle va le faire hors caméra. Bien pensé Deadpoolette. Et donc au beau milieu de cette humanité qui s'apprête à se faire totalement éradiquer par la pire guerre nucléaire qu'on puisse imaginer, avec l'hiver nucléaire total, la destruction de la vie sur la planète, plus ou moins, eh bien on n'a personne qui fasse le vœu de la paix sur la Terre par exemple, et de toute façon on ne sait pas comment fonctionnerait, comment seraient résolus deux vœux contradictoires, tout le monde s'en fout, notamment les scénaristes. Et donc là, dans une scène fabuleuse, on va avoir Diana qui va se lancer dans un cam-to-cam avec le monde entier, avec ce monologue aussi passionnant qu'une conférence de Jean Castex qui commencerait à 17h58, et elle va les convaincre, soyez dignes les gens, pas de raccourcis, non Brian, tu ne sauveras pas ta petite sœur de ce terrible accident, et toi John, qui voulait guérir du sida, n'y pense pas, pas de raccourcis, reste digne, ça suffit les conneries. Et comme la mémoire des gens n'est pas affectée, je suppose que quelques semaines plus tard, Diana finit en prison pour vol de matériel militaire, enfin ça me semble logique. Et enfin, en scène post-crédit, on a un clin d'œil à l'inoubliable Lynda Carter, qui interprétait le personnage dans la série des années 70, alors ça fait plaisir, mais c'est aussi subtil qu'une paire de chaussures léopard pour venir annoncer Cheetah. Et donc c'était bien elle, Lynda Carter, qui incarne cette héroïne, cette Amazone mythique des temps anciens, qui avait a priori sacrifié sa vie pour sauver le monde. Dommage que Diana ait complètement pété sa belle armure en se battant contre un chat géant. Avant que je n'oublie, si ce t-shirt Daredevil vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous le procurer, puis en plus il y a un code pour avoir des réductions, une livraison gratuite, la totale.
Alors sachez qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne suis pas encore sûr de vous proposer un live Twitch ce mercredi 31 mars à 21 h, mais c'est quand même possible. Donc pour le savoir, eh bien, il suffit de me suivre sur Twitter, de consulter l'onglet communauté sur la chaîne YouTube. Et justement, cette chaîne, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'y êtes toujours pas abonné, je serai obligé de sévir et ce sera terrible puisque vous devrez regarder Wonder Woman 1984 pendant 24 heures de suite et que vous serez bloqué avec le costume et la coupe de cheveux de Maxwell Lord et votre vie sera un enfer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!